jeune spectateur. J'avais réussi à rentrer 70. Bon, OK. Je veux d'abord vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'Université du Québec à Montréal pour cette 3e nuit de la poésie. Vous dire que nous sommes très contents de vous avoir. Je voudrais que dans cette maison de haut savoir et de science, vous vous sentiez chez vous. Les poètes que vous êtes, ben vous êtes au cœur de notre identité. Est-ce que c'est un phénomène naturel, normal? Je comprends, j'avais les... Le macaron, il n'y a que les poètes qui l'ont et les membres de l'équipe de tournage. Ça vous permet d'aller partout. C'est bon, Venez-vous-en, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez, vous? On va dans une limousine, mais je trouve risqué. J'ai abandonné. Reste à côté de moi, je vais être filmé. Ah, c'est les poètes et la poésie. Je n'ai appris d'Alfonso, puis c'est Ils sont plus de 50. Ils n'ont qu'une seule voix qui parle de beauté et de liberté. Mesdames et messieurs,
La nuit de la poésie 1991. Quelle entrée en Permettez que je vous baise la main. Yves Préfontaine. Merci. On se prendrait pour des stars rock. Je vous lis des extraits d'une petite série qui s'intitule Pollen. Pollen. Je reviens de si loin, d'une vie d'ellipse dans la fureur des hommes. Il me faut renommer chaque chose, la remettre en son lieu, pour connaître à nouveau la distance parcourue et la saveur du temps. Un caillou m'a parlé que je n'ai pas entendu. Vie maigre, racine condamnée. Dans le bruit guerrier des hommes aux faces étroites, dans le bruit, le fracas des nations de proie, je n'entendais plus que la face érodée des jours en armes. Mais retourné au premier pollen, au feu même amoindri d'une parole juste, je retrouverai peut-être le caillou qui me parlait. Toutes choses sont paroles, et paroles sont pollen, pour la beauté d'une croissance. Alphonse Piché. Liturgie. Dans l'amour, femme, tes cuisses hautes, ogives de ma cathédrale, tes cuisses dans la soie, le nylon, belle, libre dans le soleil, lumière d'ombre, cuisses rondes portant l'alcôve chaude. Ô femme, dôme de tes jupes à fleurs de sexe, au biseau des désirs, fente médiane sacrée de tes cuisses fermées, jeu, mouvement, délire, triangle de tes pas jusqu'à la folie, tes cuisses et la vie, ultime sanctuaire, ma vie, avant le froid de la faim, les ronces, la poussière. Métabéroutin, c'est le nom amérindien de la rivière Saint-Maurice. Dans la fuite bleue lointaine du soir, sous le pont de fer millénaire, ô ma sauvage rivière, tes eaux noires vers leur éternité de mer, tes eaux rauques du pays des ancêtres, Métabéroutin, ma sœur mystérieuse, tes eaux lourdes font bouger en moi la race austère de mes pères, marcheurs d'antiques gestes des forêts indicibles, perdus, et par ce long et déchu automne, dans l'apothéose de tes sapins agriffés au rocher, ils passent, hautes silhouettes en marche d'éternité, le rêve au plexus taillé de haches, souillé de sueur, d'agonisantes sèves, de blasphème, de gloire. Roland Giguère. Vous applaudirez après s'il y a lieu. Non, je dois vous dire que je ne sais pas lire. Mais enfin, je vais essayer. Voici quelques poèmes extraits de Temps et lieux,
publié aux éditions de l'Hexagone en 1988. Comme vous êtes. Je vous vois comme si vous étiez là, avec vos colliers de papier et le galbe de vos jambages. On ne peut pas vous oublier. Vous êtes la marée haute qui nous hante quand tout casse sous la lampe et que le verre éclate en 1000 vers qui seront repris dans une page. Vous êtes la mémoire des pauvres qui ne savent que dire quand le moment vient. Vous êtes le vent fauve au coin du parchemin. Vous n'êtes qu'un chemin vieux et raviné. On ne peut pas vous oublier. Vous n'êtes rien qu'un sale chiffon au bout de la table qui brûle de tout dire quand tout s'efface. Vous n'êtes que souvenir qui sauve la face. À la suite. La nuit brûle à nos flancs et le lendemain repose. La main forge une heure de plus qu'il faudra vivre sans déchirement. Le temps coule et la pluie tombe sur l'auvent comme on écrivait auparavant. On aura tout dit sans blesser personne. On aura tout fait dans l'ombre et le sillon sera nu quand vous prendrez la charrue. Paul-Marie Lapointe. Là, j'immobilise une terre quelconque. Ces hommes de peine, l'engrais sans langue, l'épuisement des rivières, l'érection monumentale des villages. Un glas y sonne, perpétuel et jaune, à la façon des tournesols. Je suis l'angoisse, le noir et le poli, le rose et le coton, l'enfant qui sourd de la cuisse à la fin des années. Devant lui s'étend l'immense terre. Le Seigneur lui-même n'a point commis ce crime qui de la poitrine tira sa fille et la fit m'aimer. Je suis l'angoisse, car la parole s'évade, entre les membres passe le vent, entre les pierres, les larmes et les cris, ou simplement le dessein d'étreindre la mort. Je suis l'angoisse, je fabrique mes villes et mes moissons. Veillez, aluminium et nucléaire, sur moi, sur nous. Ainsi, nous nous fîmes ennemis des parallèles. Été de proie, saison maléfique et d'une clarté funeste, l'obscénité prenait corps et âme, favorable au silence. Été de proie, en elle-même tournait la mer, rebrassant ses poissons, ses cargos. Le ciel allait fondre, griffes ouvertes, empiquées sur les filles, sur les villes, les forêts s'abandonner au pillage. Il n'était question que d'animaux et de feu. Été de proie, quand s'allume le brasier des récoltes, quand s'agitent les minéraux, quand l'eau quitte la mer. Nous nous fîmes délégués du silence, à regarder de façon perverse les aurores et les couchers, aussi loin que porte le message de la ligne intermonde, comme les jambes les plus délicieuses. Et l'Éternel, nous le saluâmes. Merci. Et en fait, souvent, ce que l'on écrit, ce n'est pas fait pour dire. Hein. On écrit comme ça, c'est fait pour lire, finalement. On n'est pas supposé être capable de parler. Vous avez été très éloquent. Moi, disons que c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que chacun a une voix très intime parmi vous. Ben, c'est ça. En fait, on a l'impression de prendre contact avec quelqu'un qui, personnellement, je sais pas,
directement. Puis on ne voit pas souvent les poètes, ce sont des gens qui vivent en retrait quand même. C'est pas Pas particulièrement québécois, c'est-à-dire la formule nuit de la poésie, au fond, a été initiée à partir de ces documents, répondant aux besoins des cinéastes. Et elle est devenue un happening et on a eu tendance à reproduire chez nous. Mais les grandes soirées de poésie ne sont pas exclusives. Je ne pense pas exclusivement au Québec. Moi, j'aurais participé à une soirée qui avait été organisée par l'UNESCO, une soirée internationale pour célébrer l'anniversaire des droits de l'homme. Et Marie-Claire a parlé d'une soirée à Berlin. Bon, donc, c'est une formule qui est très fréquente. Sauf que je crois qu'au Canada anglais, on a beaucoup recours encore à la formule classique du poetry reading, qui fait partie de la tradition. C'est que dans la littérature française, l'oralité avait été perdue un peu. La littérature française était beaucoup confinée au livre, à l'écrit, à l'imprimé. Il y a une sorte de communauté, je ne dirais pas de pensée, mais il y a un ton qui nous est propre. Oui, c'est ça, il y a un certain... Même si les gens sont très différents, etc., il y en a qui sont plus directs. Certains tons qui nous unissent, enfin une certaine génération, en tout cas. Un certain niveau de symbolisation. Oui, c'est ça. De thème aussi. Yolande Villemer vient de passer 1 an et demi dans un ashram en Inde où elle a étudié la philosophie indienne. Une fraction de seconde avant que je ne m'éveille, un ange est venu déposer une carte du ciel sur ma table de chevet. C'est à peine si j'ai eu le temps de penser que je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Déjà, ce matin de printemps, constellé de lents flocons de neige, m'apparaissait d'une égale beauté. Je te parle tout bas, pour que ce soit clair, pour que le son s'ajuste au timbre de ma voix. Je marche dans un parc qui flambe de lumière. Des insectes invisibles graffinent le fond sonore. La scintillation du doute n'est qu'une répétition lente du même insignifiant mystère. Les choses auxquelles j'avais pris l'habitude d'accorder de l'importance se sont mises peu à peu à ne plus en avoir. Depuis qu'une femme à la peau sombre a posé sa main sur ma tête, tout a commencé à changer. Je me suis d'abord sentie parfaitement heureuse. C'était la première fois de ma vie. J'ai été, sans exagération, parfaitement heureuse. C'est un sentiment merveilleux. J'ai alors ouvert les yeux pour apercevoir, dans la pénombre, le maître qui venait de me transmettre sa Shakti. J'écoute battre ton cœur. Je te parle tout bas, de la joie ineffable qui me coupe le souffle, d'un amour si profond qu'il submerge ma conscience. Je te parle à l'oreille pour que ce soit clair, pour que le son s'ajuste au timbre de ma voix. Elle marchait dans l'allée centrale, tête nue, une gerbe de plumes de paon à la main. Il y avait une grâce androgyne en elle, et tout brillait, des lustres au fin néon bleu qui couraient sur les murs, des minuscules lumières incrustées dans l'épais tapis, aux masses de cristal de quartz. C'est un prince des 1001 nuits que j'ai cru voir s'avancer vers moi. J'écoutais le souffle suspendu, claquer la soie de sa longue robe tandis qu'elle allait d'un pas vif, portée par le mantra qui résonnait dans toutes les poitrines. Et c'est alors passé quelque chose d'incroyable. Alors qu'elle passait devant moi, m'enveloppant un instant d'un nuage au parfum d'huile précieuse, la jeune femme a émis une pensée directement dans mon cerveau. Cela disait « Tu as tellement d'imagination ». Et ce n'était pas nécessairement un compliment. J'avance dans l'or ruisselant de la mémoire. Je te parle tout bas pour que ce soit clair, pour que le son s'ajuste au timbre de ma voix. Votre regard, un instant, s'est posé sur moi. J'ai senti monter une vague de terreur. Elle a dû affluer jusqu'à mon visage, car vous avez vu que j'avais peur. C'était embarrassant que vous sachiez que j'ai du mal à accepter que vous m'aimiez. Vous avez alors eu la bonté de maintenir soulevé le voile d'illusion qui dissimule l'affection du gourou pour son disciple.
Et pendant une très longue minute, j'ai su que j'étais aimée. Je ne pourrai plus jamais l'oublier. Ah, l'exquis mouvement des mains qui se rapprochent avec lenteur avant de se joindre en prière sur le cœur. Elle ferme alors les yeux et penche le front, se remémorant son maître disparu. Née aux îles de la Madeleine, quelques années à peine avant que l'électricité n'arrive et fasse advenir le XXe siècle dans l'archipel, George Langford, qui sera accompagné par Bernard Buisson et Pierre Saint-Jacques. En insularité, vers 1950, l'enfant ressemble à la Picasse, une pierre qui tient lieu d'encre. Il a tendance à glisser vers le large selon vents et courants. Puis, l'enfant se pare de la beauté du diable. Dans sa jeunesse, il avait du charme, le diable, et le cran de dire non et l'originalité des créateurs. Quand survient le choc des deux premiers âges, il détermine l'adulte. Il provoque un amoncellement de dérives, une accumulation de force, de fantaisie et de solidité, comme au temps des loups marins, quand les glaces s'entrechoquent et qu'avec un grand fracas, elles engendrent les bouscueils. Avant de franchir le 4e cap, les vieux chics dans un calme dynamique. Quelle traversée! Les vagues qu'ils ont bravées les peuplent encore, le sillage maintenant derrière les plonge dans de longues pensées. Au livre des Picasses, des beautés du diable, des bouscueils et des chics, nous sommes des pages au temps du revirement, dans une anse fictive, en des îles réelles, nous dirons l'anse aux demoiselles. Non, non. La féminisation, c'est très dégueulasse. Elle dehors, c'est tellement sauce et que tu lèves et les champignons sont bleus Non, c'est pas chouette. Où centre c'est Marie Savard. Qui disait que les cloches sont au fond de l'eau, que le bruit de la mer est enterré, que les sables mouvants l'auraient capté et que les soleils blancs seraient aveugles? Qui parlait de ces choses au bord du puits? Qui a cueilli la rose au bord de l'eau, où l'œil d'une femme nous voyait en plein ciel? Dans l'été de matin lavé, j'ai glissé sur un lac. Dans l'acier de matin gelé, j'ai tremblé sur un lac. J'ai crié dans ce bleu et j'ai tremblé d'y boire. Et j'ai cherché mes yeux au creux des rochers noirs. Dans l'été de matin lavé, j'ai pleuré sur un lac. Marie Laberge. Les fenêtres simultanées.
Regarde, regarde en toi le monde selon les jours, le monde selon les songes. Le monde est comme cette boule de cristal posée là sur la table où s'empilent pêle-mêle aquarelles, poèmes et croquis. Écoute, écoute au plus sourd de toi-même la voix intemporelle d'une sagesse de sphinx. Regarde, regarde encore, laisse baigner ton œil à même les eaux dormantes qui s'éveillent en sursaut aux heures de transit. Avance, avance encore un peu avec délice, comme en dansant sur le fil des abysses, sur le fil du plaisir. Michel Van Scandel. L'impression du souci ou l'étendue de la parole. Elle avait cessé de lutter, quitté même l'abandon des poses. On la devine encore. Le visage baigne à demi levé le bas de l'image. Le haut du rectangle est d'un blanc-gris plus sombre à gauche. Une lézarde à jour des fractures indécises, je les vois presque jaunes, en haut à droite. Une lucarne brisée peut-être, dont on ne perçoit pas la traversée d'espace. La vision n'en dit rien. Elle indique seulement ce que je dis, ce qui m'en est dit. Une voix monotone et basse, les yeux fixant un coin de table. Il se tient tout près de moi, me parle. Elle s'atténuait depuis longtemps. Il lui apportait un silence et des fleurs, une attention. Elle aimait vivre et voulait alors voyager. Ils partaient tous deux, allaient ailleurs voir des images, des tableaux qui parlent. La dernière semaine encore, elle se promenait avec lui. Ils s'étaient connus très jeunes, par amour et camaraderie. Puis, 3 jours avant la fin, elle a commencé de passer, il ne savait pas où, de l'autre côté. Mais l'autre côté n'existe pas. Il lui a apporté d'autres fleurs, les fleurs jaunes de l'étonnement. Elle a regardé, elle était loin déjà, et la présence était petite et retardée. 3 jours, puis 3 minutes. S'il était là toujours, cela, pour elle, d'un seul cil encore vif, ne comptait plus, peut-être plus. Il ne le sait pas. Il l'aime, il lui parle, et plus qu'avant. Mais il n'a pas de réponse, ou plutôt, je ne suis plus assuré d'en recevoir une. C'est ce qu'il dit. Son regard échangé n'a plus d'objet. Il sait où il est. Il hésite finement à le savoir. Ce regard ne tient pas d'une image. Poète, professeur au cégep de Rosemont, Claudine Bertrand. Musica.
La rue réclame sa poésie. Je déambule rue Saint-Denis. Les affiches me harcèlent comme des textes défectueux. Scandale, pourquoi pas? L'Express au printemps. Diversion pour un seul lecteur. Attardé, coin de la Colombie, le rideau vert. Clinique métropolitaine en usage. Tic-tac réparation. J'arrive avec tous les trucs de la modernité. À vendre, dépanneur de bonne humeur. Scandale, pourquoi pas? Scandale, pourquoi pas? Je marche toujours rue Saint-Denis. Je fais la rue Saint-Denis et non la rue Saint-Laurent. Une impression de décousu. Le café du cheval volant. Soleil, bronzage, rien de neuf. Le petit bar, nuage bleu nuit. Institut de beauté, délicatessen, intertextualité et néologisme douteux. Maison pour touristes, l'échange, disques et livres usagés, boutique pistache, kaléidoscope voyeur. Plaisir d'offrir aux lecteurs anonymes les boulamites à la fine pointe d'une lecture superficielle. Cinéma du Carré. Avec le tam-tam, c'était totalement improvisé. On n'avait eu aucune préparation. Puis t'en reviens pas, hein? Non, mais je te crois pas. Tu sais ouais. comment? Ben, elle me croit pas, mais c'est vrai. Il y a peut-être eu un timing, un genre de comme on dit, le texte, un genre de l'ensemble était improvisé, mais pas le texte. Non, pas le texte, mais il fallait que je laisse un peu le temps à la musique, les laisser agir librement. Moi, j'intervenais, je laissais, je repartais. Alors, ça, c'était totalement improvisé. José Yvon. Pour charrier les désirs inassouvis, les humiliations, la fatalité comme un fardeau, celle qui approuve son bourreau, qui met en scène son propre supplice, et qui, si jamais son ombre souillait les pauvres paupiers du brahmane. Pendant qu'elle, sans abri, s'endorment sous les les peupliers de Lombardie. Elle s'enroule, enroulée morte avec sa peur, mange le pain qu'on jette aux pigeons. Et quand, dans un désert, les vautours s'avancent, elle court chercher la viande pourrite, comme ces chameaux aux longues pattes blanches, seigneurs du soleil, de la pluie et de la soif. N'importe quel ethnologue du Tennessee Sud aurait constaté qu'on assiste au mystère du serpent noir et de la grande-messe. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant que les truites sont descendues? Pendant que tu n'as pas attrapé les derniers harengs, ceux de Chypre, de la mer Morte et les crevettes du golfe de Matane? De plein pied, avec sa maladie du kiss français. Elle entre avec son cri, à la vie, à la mort, c'est-à-dire qu'il y aurait mort. Mort
Mort d'un texte de vieille vie, mort qui a servi avec le stew de la grand-mère qui marine encore, oublié dans le jus de tomate. Elle aurait dû prendre plus d'acide, mais allons donc dire à un ivrogne qu'il est saoul. Quand la condentisation monte dans les veines, dératise, pendant qu'elle s'ostine aux mots croisés devant la télévision, au puzzle, en pariant sa dernière italienne de poker, des huîtres dans la cervelle. Elle en aurait été très, très malade. Elle se meurt, le nez coulant, dans le poster des chéris de Born to be Wild. Les veines molasses dans le bain plus rouge que l'algue marin. Après avoir été empêché d'étreindre assassins et rituels dans l'ordinateur, la cobaye était-elle une femme publique? Salut à tous. Mesure du temps. Pendant que vous dormiez, bonnes gens, pendant que vous rêviez, bonnes gens, des hommes ont mesuré le temps. Les nuits prochaines, pour mesurer votre maison, votre ville, vos amours. Ils ont construit pour vous des tendances d'humeur, des désirs à limite, des sommeils dangereux. Nuances d'infini disparues au gré du métal et s'éloignent tel acier sous le chalumeau, toute vision déjà rompue. Qu'un seul choix pour celui qui veille, le fer ou la poudre qui tue, sans que mourir fasse grâce, toute matière étant confondue. Plus de soucis du soleil, des vents et des rivières. Ceux qui demeurent vivront dans le désordre des autres pour adhésion à l'horreur. Pendant que vous dormez, bonnes gens, pendant que vous rêvez, bonnes gens, des hommes ont mesuré le temps, le temps, le temps. Ça a été très court. Celui-là, il est supposé, c'est un poème, disons, un peu plus long. Je vais essayer de le dire vite. Je veux aller du commencement à la fin, OK? Mais j'ai enlevé des pages. Vous en faites pas. C'est un poème qui s'appelle « Il y aura poème ». Qui croit savoir que Dieu existe pour croire encore à sa propre survivance? Pourquoi tel pays plus que tel autre? Pourquoi le lys plus que la rose? Il y aura poème à saisir dans une maison miroir. Quelqu'un se cherche, se trouve devant un mur, le traverse et s'élève sur le reflet flou, au-delà des contrastes. Ni blanc ni noir, tira le bleu, s'étira le rouge, sauva le jaune. La folie installe la poésie dans son cerveau lent. 1000 assauts de l'espace et du vent, et elle ne sait plus que transmettre les aigus les plus graves sur le sifflet du temps. Quand la poudre s'estompe, les lèvres gercées d'une connivence réitèrent l'ombre des menaces. Il y aura poème comme parole à balise, trêve des murs métal. Le moment de l'universel s'arrête. Hey, c'est celui-là qu'on dit. De la Chine au Texas, du Témiscamingue à l'Iran, de l'Irlande à Cuba, du Canada aux Indes, d'Israël au Salvador, de la
l'Allemagne au Chili, du lac Saint-Jean à la Colombie, de l'Afrique. Hey, c'est un petit poème très court. A écrit le manifeste Jet, usage, résidu en 1977 en collaboration avec Yves Boisvert et Louis Jacob. Bernard Posier. Une ville de papier. Je suis né dans une ville de papier. Cela aurait pu paraître à la télévision en latin rock'n'roll pré-vidéoclip. Mon baptistère est venu trop tôt pour être informatisé, juste assez tard pour m'éviter la permanence. Donc, je change de jour, d'année, de cours, d'humeur, de ton. Mais le passé se rattrape toujours, au moins dans le commerce et la technique. Je viens d'un pays qui a oublié d'être, mais qui existe en dépit de lui-même. Quand j'y suis arrivé, nous n'étions pas tout à fait laïcs, ni tout à fait sûrs d'être quoi que ce soit, ni français, ni américains, ni canadiens, ni rien. Les hommes n'avaient pas encore été marcher dans l'espace, ni sur la Lune. La pollution était toujours une œuvre de science-fiction. Et le monde aujourd'hui si fatigué et vide n'était alors qu'un plaisir à refaire, disait la mode. Je suis né ignorant la musique des mots, le rythme des gestes, la couleur de ton dos, le parfum de l'instant, la saveur de l'absurde, le son de la mort dans le fond de mon corps et la calme tempête de rares instants de vie. J'ai cherché ma naissance dans ma petite ville de papier où toi, tu n'étais sans doute jamais allé, et nous n'avions alors, pas même encore, été amoureux. Je vais terminer donc par un poème qui s'appelle « Fin de carrière ». Parfois, on n'arrive plus à imaginer comment stopper un avant ou contourner un défenseur. On n'arrive à rien, sinon à faire de la figuration, à être sur la photo pour le but de l'adversaire, aux nouvelles du sport et dans le cahier ad hoc. Et l'on se souvient d'autres soirs où tout était si fluide, quand on déjouait n'importe qui d'une seule main, comme si de rien n'était. Et ces souvenirs-là tombent dans les patins, les font plus lourds encore, et, sans qu'on ait le temps de revenir au réel, ils marquent une autre fois. L'instructeur ne vous cloue pas au banc, et la partie a toujours des secondes à offrir à la curée. Vient un temps où le désir s'élime comme les lames. Aucune pierre alors ne saurait ranimer la glace, ses étincelles et ses éclats. Le moindre instant du jeu, soudain, a égaré cette fraction de seconde qui faisait tout son feu. Passé la trentaine, du plomb dans les jambières jette des imparfaits et des conditionnels dans la bouche des commentateurs. Les rumeurs parlent d'échanges et les amateurs de la retraite. Le souffle est rare, comme la magie. Heureusement, de temps en temps, quelqu'un fait dévier un tir dans la foule et la rondelle se change en souvenir. Yves Boisvert. Alors, vous prenez votre livre à la page 49 et vous suivez à mesure que je lis. Comme ça, vous ne serez pas dans le désordre. Savez-vous ce que j'ai vu tantôt dans les coulisses derrière? Il y avait un homme avec une cigarette. Quel désordre. J'ai vu une femme avec une bouteille de bière. Ivrognerie. Le contingent du commandant de l'unité mobile débarque sur une île au charme discret. Tekakwitha. Et ce nom résonne comme un crucifix de plâtre lancé dans le pare-brise du char de police, stationné là avec des dormeurs dedans. Ce sont les dormeurs du char. Et c'est les réveils de la nature. Les gars s'en viennent exhumer des mitraillettes dont on ne sait qui les avait enterrées la veille, les attaquants ou les attaqués. Quoi qu'il en soit, la manœuvre justifie les perquisitions. Quel beau mot dans un poème, perquisition. Et légitime l'installation d'un régime militaire dans l'indolence de l'esprit de province, réclamé du bout du cœur par le roi des tièdes.
Le roi des tièdes qui est en poste, ou qui est en vacances, ou qui est malade, ou qui s'apprête à démissionner. Comme on le souligne quelque part dans ce livre, et le mot livre résonne ou ne résonne pas, il est le soufflet entre la flamme du foyer et l'incendie général de la forêt quand 10% de la population indigène est mise en état d'arrestation. 2 magnifiques iroquoises de 100 kilos pièce s'emparent d'au moins un soldat armé jusqu'au cœur, le terrasse avec grâce et empressement, laissant aux bottes Kodiak le soin de faire le reste, dont ces dernières s'acquittent comme d'une besogne domestique. 2 minutes plus tard, le guerrier blanc tente de se relever, avec son visage semblable à une lasagne extra tomate et surcuite, comme c'est le cas souvent dans les banlieues de Montréal, mais c'est encore une vaine tentative, il n'y parvient pas. Des collègues ramassent le perdant par les aisselles, tandis que 2 autres guerrières en profitent pour lui balancer un formidable coup de pied dans le coquillard et elles retirent leurs chaussures brunes et rouges. Ce morceau de bravoure s'étend jusqu'aux tribus les plus lointaines de la terre. Au camp des insurgés, des révoltés, des réfractaires, un coup de téléphone retentit. C'est le dépisteur des Rough Riders d'Ottawa qui suivait le match à la télé et qui leur propose un contrat de botteuse à la prochaine saison de football canadien. C'était pas compliqué. Vous voyez le cardinal qui nous a dit toujours... Renaud Longchamp. À gaz moutarde, aux chaises roulantes, grabataires de la terre, unissez-vous. L'échelle des êtres. Nous sommes venus seulement pour dormir. Nous sommes venus seulement pour rêver. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour vivre. Poème aztèque. Acting out. Nous perdons le temps à chercher la plus petite matière possible. Nous perdons aussi l'ami lorsqu'il parle au torse de la naissance à la mort. C'est la gravité, elle gravite dans la complète ignorance de la solitude. J'ai un arbre incomplet depuis le premier singe et puis après. Combat l'habitude de nommer l'infirmité. Je vis et ça résout rien. Ça ne résout jamais le problème de la chair d'élégance nécessaire pour simplement exister. Pour la pérennité, voyez à l'ombre de ma dent dans la pierre. La vie disparaît avant votre présence. Elle s'évapore et rejoint la dimension inutile au désordre. Et la nature n'arrive pas, sauf et à distraire. Pourtant, j'étais avec les morts, volatiles au toucher. Vous dites, le gain est important. Et la sangsue également se perpétue. Déplacez-vous pour le perdre aussitôt. Seule la fuite épuise le réel. Je répondais aux désirs et aux malheurs dont l'orientation est fictive. Tu empruntais chaises et chemins pour la chair éternelle qui se putrifie dans le pouvoir. Mais le vide détermine la matière du vide, et vous perpétuez querelles et semblances. Allons ailleurs, les 2 pieds sur terre,
là où la vie liquéfie ce prodigieux dégoût de la matière. Par la seule gravité des faibles, je t'aime, sans rien ajouter à l'autre corps exactement semblable qui traverse l'univers. Avec ta matière manquante, tu fermeras la mort au mouvement. Ainsi, je vois la Terre comme une perspective de l'inertie, et de la Terre au chaos critique, il y a l'humour involontaire du corps défait. Tu dis, l'infini sera tolérable, toute vie désormais entendue égale à l'absence. Bougez, et vous verrez la contrainte avant le repos. La vie se nourrit de ce malheur idoine. Vous êtes sur la terre pour quelque solitude à la reproduction irréprochable. Et c'est encore la nature dans l'ordre du camp. Et vous rêvez au barbelé. Originaire du nord de la France, il s'installe en 1962 au Québec. 53. En 53! C'est ma carte. Alors, il devient un animateur incomparable. Il fut un des initiateurs de la Nuit de la Poésie de 70. Voici donc Claude Effley. Ce sera très court. Sacré Rimbaud. Hier encore, poète maudit, il a maintenant son monument dans cette bonne ville de Charleville. Comme par enchantement, Arthur décide tout à coup de faire une apparition à Charleville où il est né. Une brave femme, Madame Berlingot, s'exclame « Le voilà, notre divin poète !» Aussitôt, tout Charleville est dans la rue. On touche Arthur, on l'acclame, on lui demande des autographes. C'est un miracle. Arthur est là, en chair et en os, sérieux comme un pape, sage comme une image. Le grand poète tient dans sa main droite une petite valise en peau de crocodile. Certains prétendent déjà qu'il aurait fait fortune en Afrique. Le bruit court, sa valise serait pleine de lingots d'or. Le maire aussitôt l'accueille à bras ouverts. Le maire se lance alors dans un discours pathétique, exotique, catholique, politique. Et après avoir glorifié l'enfant du pays, l'homme et l'œuvre, voilà notre mère qui se met à réciter le bateau ivre. Très vite, Arthur s'impatiente et sans prévenir, le poète sort de sa petite valise en peau de crocodile 100 000 hectares de forêt vierge. C'est la panique. En voyant surgir les fauves, les girafes, les éléphants, le maire commence à chanter la Marseillaise. Hélas, le bon peuple s'enfuit. C'est la déroute. La gorge sèche, Arthur demande un verre d'eau. Un verre d'eau? En cette saison à Charleville? Mais c'est impossible, lui répond le général Perce-Oreille, défenseur, conservateur du château d'eau. Dissimulant sous un mouchoir brodé aux armes du pape catholique et romain, un prêtre s'avance vers Arthur et lui annonce d'une voix absolument divine: « Voici, mon fils, un verre d'eau bénite. » Et moi, mes chers amis, moi qui suis caché derrière la statue, je vois de mes yeux vus, je vois de mes yeux tout à coup Arthur Rimbaud marcher sur les eaux. Merci de votre attention. Alix Renaud. J'ai vu Dieu, les pattes en haut, la tête dans un engrenage. Vêtu du sang des hommes et chaussé de vertu, il chantait « Ô mon cœur, sur l'enclume de la folie, ce siècle a cassé ma mémoire. Je ne sais plus les heures qui seront. » J'ai vu Dieu, les pattes déflorées, la tête grouillante de miracles et des grenades plein les mains. Drapé dans un semblant d'extase, il chantait « Ô mon cœur,
Oh mon cœur, laissez venir à moi les tout petits soldats, si frais, si bons. J'en ai le fumet plein mon ciel, qu'ils s'étripent encore au sein nom de l'amour pour la gloire du capital, car ils sont chers à vendre. Et sur cette chair, moi, Dieu Tout-Puissant, créateur du fer et de la guerre, je bâtirai mon empire de clinquant. J'ai vu Dieu, son saint siège enfoncé dans un nuage gris, bâillonné, barbouillé de fiel et de naphte, chaussé d'escarpins d'or étoilés comme un rêve, il brandissait une pancarte immense. Petit Dieu très docile, vente au dernier enchérisseur. Laissez ma main sur vos genoux s'appesantir, chargez dans le han du plaisir le fardeau de votre innocence. Laissons le temps crever de rage, laissez ma vie prendre racine à flanc de vous, chère sœur, bourgeons de femmes. Les fleurs écloses dans midi naissent au rebours de desseins impénétrables et meurent dans le cri des premières effraies. Mais la nuit close, qui clôt labeurs et lendemains, foire aux aveux, la nuit endormie a même le secret de votre chair féconde. Nous aurons chaviré dans le cœur du vertige, sombré dans la magie noire des cataclysmes, faciès de loup, râle fragile, et se consumera la forêt vierge de vos sens. Ainsi, chaque fois vierge de toi, je réinvente le désir. Je tremble, mais je crâne, je dis vous. Et quand la nature imparfaite m'impose la trêve, il n'est guère point de mon corps que n'exaspère ton absence. C'est vraiment, c'est très exigeant écouter de la poésie à longueur pendant des heures comme ça. Ça demande un degré de concentration important et je suis toujours émerveillée de voir à quel point les auditoires peuvent être attentifs et essayer de reconnaître. Je crois qu'ils sont fascinés par le fait qu'il s'agit là d'un langage qui n'a pas cours. La poésie, c'est un langage dans un langage. Alors, c'est un langage d'écoute. Louise Desjardins. Le désert des mots. Je voudrais écrire un poème, mon ami de poésie. Mais les mots me désertent. Ils se promènent abasourdis dans les satellites inhabités et les résidus de chenillés. Derrière le propre des mots se cache la face insondable des arsenaux qui ne laissent aucune trace. Des missiles sont en croisière et pointent leurs prépuces sur des cartes routières, des gâteaux d'anniversaire et d'autres astuces. Sur l'écran de la télé, un général moucheté pointe un écran plus petit, rempli de fusées, de quadrilatères et de fumée. Il n'y a rien à redire, pas de bras, pas de jambes, pas de joues. C'est un point de mire, c'est tout, une manette de Nintendo, et la peau des mots nous dérobe les os. Une pause publicitaire interrompt la guerre à un moment donné et clame un rabais du tonnerre sur une Jeep élancée dans le désert du Colorado. Puis, les missiles à nouveau se déploient par vagues massives sans atteindre les civils, disent-ils. Le sang et l'âme sont aux enchères. Les hommes sont des jetons, des dames ou des puces. Cette femme, dans la réserve, fait l'amour une dernière fois avant de se faire appeler momie. Dans le désert des mots, j'écoute la radio, à 5 heures, à 7 heures. Je me souviens de Bhopal, des Indiens aux yeux de feu et de l'image insoutenable de l'homme et de son bébé, si calmes tous les deux, poupées emmaillotées, comme endormies au beau milieu de l'après-midi. C'est le plein hiver, et tout serait parfait sans la guerre.
Jean-Marc Fréchette. Les rois d'Orient. La faim les mit en route, car la faim est une étoile, et ils avaient noyé leur visage dans le ciel constellé. Ils avaient trouvé l'or d'une enfance dans une étoile neuve. Ô clarté de la faim! Toute la nuit n'est plus qu'une route. En la foulée céleste, ce désert du pied. Chant, ton ombre est soutenue par l'ange de l'épiphanie. Marche où les rois soyeux s'élèvent vers la Judée, à travers pays et villages, guidés par l'eau de l'étoile. Tendus comme des harpes, ils éclatent en chant, à l'heure où l'hiver est une seule nappe nuptiale, sous les semelles crissantes des rois. C'est une nuit, c'est jusqu'à demain. Aussi, c'est une génération, puis c'est pas la mienne. Ça fait un peu bizarre. Mais c'est la génération de mes parents. Je pensais que ça allait être une fête. Je pensais que ça allait être une fête de la poésie. Finalement, je trouve ça assez mort. Je trouve que ça manque de vie. Je trouve qu'il n'y a pas de poésie dans la salle. Et quand il n'y a pas de poésie dans la salle, tu sais, tout est contingenté, pas trop de monde, pas trop de temps, pas trop de ci, pas trop de ça. C'est quoi la poésie, finalement? Tu sais, moi, ça me rend triste. Nous, on est venus écouter de la poésie. Faire une vidéo, c'est parfait pour l'histoire. Parce qu'on oublie trop souvent au Québec. Hein? C'est beau 70, 80, 90. L'idée est excellente. Mais par contre, ça devrait être place au poète. Et avoir un meilleur agencement d'un poète à l'autre. Évidemment, ils peuvent l'éditer, leur vidéo, mais moi, je trouve d'avoir poussé les gens de façon qu'il y avait, et en particulier Janou, qui est en poésie depuis des années, qui s'appelle au poète depuis 15 ans. J'ai trouvé ça inacceptable. C'est un peu trop rigide. Bon. Mais à part ça, quand même, c'est merveilleux, hein, je veux dire. Ils sont là, hein, quand même. Gérald Godet. Quand on parle à voix basse, on n'entend pas les rêves brûlés. Les gestes se promènent comme une romance sans parole, et le texte incisif d'une émotion qui roule sur ma peau m'apprend l'attrait des désordres, les paresses à inventer pour m'abandonner à la douceur des choses. Ce sera une manière de flâner, et la ville tremblera au milieu de la chaussée comme le retournement d'une disponibilité. Tout devrait pouvoir se dire. Cette fois, j'écrirai bouleversement, et la tendresse sera l'eau qui déplace ses soupçons. La voix bougera jusqu'à la coïncidence des commentaires, mais l'ouverture des miroirs inquiets, avant la séduction très lointaine des phrases, se défilera comme les vagues ponctuées au moment exact où l'encre des frissons renouera avec un léger désir des paumes devant le carnet des imprudences. Il y aura notre histoire à se raconter, à ne pas dire dans le bleu foncé des nuits, bataille des lignes, fracas des linges, grammaire démontée de nos torses qui s'agitent pleins de confidences avec l'intention très louche de ne pas confier le texte trop intime de nos remous. Et cet envol, dans la boulimie des siècles et des virages, baiser bord exact des légers désordres, calligraphie soudaine des sens sous l'angle des haleines et des petits bruits du corps, douce touche fébrile, mémoire qui oublie sous la douche les extases mouillées, la pluie, le voyage, le scrupule des plaisirs, à travers la caresse du détail et des frôlements.
devant l'évidence des miroirs et des écorchures, l'avenir d'un rêve sans fuite en vient toujours à brouiller l'instant comme une alarme. Quand on sait le plan minimal pour commencer sa chance, comment filer le centre, me pencher là où la ferveur bouleverse le réel comme une bouche souriante. André Gervais. Rature. Tale d'acuité se prêtant aux effets de fading. Écouter en cours D. Laisser pour contre. Laisser pour contre. Dirigueur de pied en cap. Pelle lamelle des lambeaux. Pose scission. Laisser le choix. Repasser de scrap à script. Du dévoilement aggloméré. Caressante échéance d'une conversition d'hétéros. Feuilleté d'une peau offrant le poids de la peau. La peau au dévoiement propre osant des seins, des reins, des seins. Le vêtement distimule, de là enchevêtrement, d'éjac. Mais en être, bien. Follow-up folio. Dans la déclenche, dans la mâchoire, l'odeur, hop l'étreinte, volupte torsade, corpus, follaine, corpa, dès l'entre-ventre, l'ouvre-foutre, la chatte touffue, tout fragme, au gré, au pli, opérant, bien, plein à vide, encrouté, veine haletante, at ease, l'interstice loque, de l'ensaillissement, ombreux lipsus, introduit rauque enseveli, l'enfle, le rend fluide, douille et sève lisse, encroule, soulèventrement, velulve saoule, slip of the tang, hop. Voici Jocelyne Félix. Fex, pardon. Jocelyne Fex. Stéphane Mallarmé écrivait dans une lettre « Mais les enfants, il y a en eux un monde de souffrance qui nous possède aux heures de famille, parce que nous ne sommes les pères que de nos productions imaginatives. Depuis l'origine, le soir d'un jour, la mer est haute. Tu souffles pour saisir son âge, éteindre la fête de son dernier voyage. Il est midi ou minuit, et le temps est fracturé dans sa contemporanéité. Tu éprouves le mystérieux en chaque évidence. L'ailleurs ne fait que mettre en valeur l'inébranlable solidité d'un ici. Te voilà à considérer les manques de ta mère, sa vitesse un peu courte, son imagination safranée, l'usure de ses sables vieux, ses rides fossilisées, sa lave cordée. Bien des choses en elle annoncent la perfection sans te la donner. Toi, tu veux l'inaccessible horizon, faire le tour du monde en courant autour de ton cerceau, que des courses de petites filles et la grâce d'une tête d'étoile, et aller dormir au fond de l'eau, veux d'autres ponts pour que le lointain devienne proche, puisque tu as désappris la douceur de l'attente, et d'autres trains pour te déserter, des autoroutes pour le récit des choses par le monde, et qu'un plus large souffle en toi se lève, veut t'extraire des pierres trop chaudes, trop sages, que sécrète la morne des marches du quotidien, veut les enseignes lumineuses, les lampadaires et la saison des néons. Pourquoi pas un plus grand maître à mesurer les frontières et rompre, comme l'oiseau, le fil de ta gravitation,
Chacun de tes projets est l'Amérique, au style aérodynamique d'une carrosserie et à la nervosité, à la rapidité d'un bolide de compétition. Tu déchires les pages du ciel pour lire les formules mathématiques de l'écho. Tu détaches le bleu du livre de l'atmosphère pour comprendre les mariages et les divorces des nuages, qui ne sont suspendus qu'en apparence, puisqu'ils tombent sans cesse. André Brochu. L'univers est le déploiement d'une minute dans la différence des espaces négateurs de l'infini. Il est le grossissement acharné d'une catastrophe qui s'est posée comme origine et comme unique fondement du temps réel. Il génère ses distances dans la pauvreté du nid des matières et l'agilité inverse de l'esprit aux prestesses d'années-lumière. Il sous-tend la nuit où s'étoilent les positions du grand cerveau de Dieu en projection intégrale parmi les espaces et les durées hexadimensionnelles dans l'amène d'une conscience possible, heureuse, partagée. Et voici maintenant un poème d'un ton beaucoup plus léger sur un sujet un peu anachronique, Fête du Canada. Garde à vous, thé, les soldats regardent passer la petite reine dans son paquet de chiffon bleu. Ils font des prodiges de rétine pour l'entrevoir, alors que c'est elle, sans gêne, qui les examine, émue comme devant son haras de pur sang. Ils se font tous pareils devant elle et abstraits. Plus de rire, plus de salive qu'on ravale. Les borborigmes sont matés. Ils fleurent bon l'armée dans leur tenue du dimanche. Elle pourrait, d'un canif subrepticement tiré de son sac à main, faire une entaille depuis le col jusqu'au ceinturon dans la poitrine de n'importe lequel de ces gaillards, guidés par le hasard ou la providence, qui sait, et de ses entrailles fumantes tirer une leçon ou un augure. Mais elle est une bonne reine, bonne femme. Elle ne songe même pas à la quantité de chair qui se tient roide devant elle et que la guerre réduirait à une poignée de cendres. Elle passe en petits coups de vent bleu devant des prunelles immobiles, tournées vers la retransmission intérieure de la cérémonie en circuit psychologique fermé. Ils assistent au vol ivre du bourdon femelle d'un calice à l'autre dans la noble stupeur du 1er juillet. Voilà, nous tenons à vous remercier pour votre extraordinaire attention. C'était La Nuit de la Poésie 1991. Bonne nuit et à l'an 2000.